Aujourd'hui, à ExpoMag, TV Rogers est un fier partenaire diamant du Salon du Livre de Dieppe, édition 2017. Alors voici une rencontre littéraire avec l'auteur Jean-Pierre Gravel, animé par Manon Lévesque. Des hôtels. Donc des tipis sur l'eau, des yourtes, des cabanes. Alors, bon début d'après-midi tout le monde. Ça nous fait plaisir de s'entretenir cet après-midi avec Jean-Pierre Gravel. Jean-Pierre Gravel est originaire de l'Abitibi-Témiscamingue, puis les adeptes parmi vous de la télévision québécoise ont pu le voir à Flash, à Salut Bonjour Week-end et les quotidiennes de Star Academy. Et il a fondé en fait le missionnaire.tv en 2013 avec un passage sur le web, et ce projet a permis ce qu'on vous présente aujourd'hui, le récit Moment extraordinaire, ou comme je l'ai baptisé tout au long de ma lecture, le récit du bonheur. Bonjour Jean-Pierre Gravel. Merci Manon, c'est le fun comme présentation. Je pense que je vais passer à la prochaine semaine ici. Tu ne partiras plus. Je ne partirai plus d'ici. Je pense qu'on ne peut pas parler de ce livre-là sans d'abord parler du missionnaire.tv. Ça a parti d'où, ce projet-là, pour toi? Bien, en fait, moi, j'aime bien commencer par dire aux gens, vous pouvez vous asseoir, hein, venez-vous-en. J'aime bien commencer par dire aux gens que moi, je suis un ancien mononcle grincheux avant son temps. Je suis quelqu'un qui était chialeux, qui était négatif, qui se plaignait toujours, qui était déçu. Puis c'est pas une exagération, c'est plus une leçon d'humilité que de le dire en regardant les gens dans les yeux. Ça, c'était à 33 ans. Et un jour, je me rappelle très bien de m'asseoir chez moi puis de me dire « mais ça n'a pas de sens, j'ai pas envie que ce soit ça ma vie. Donc, je vais la réinventer. » Et je me suis dit, avec toute ma naïveté, parce que c'est une de mes plus belles qualités, ma naïveté, je me suis dit, si j'invente une entreprise qui n'existe pas, qui cherche seulement à répandre le bonheur, ça devrait logiquement rejaillir un peu sur moi. Et à l'époque, c'est Grégory Charles ou José Boudreau qui m'a surnommé le missionnaire, et le nom est resté. Donc, j'ai lancé cette entreprise-là qui est vraiment unique au monde et dont la seule et humble mission, c'est de répandre du bonheur. Alors, c'est ce qu'on fait depuis maintenant 3 ans. Ouais. C'était quand même ambitieux. Bien, moi, j'aime plus dire que c'était fou qu'ambitieux parce que il n'y a vraiment pas eu d'hésitation de mon côté. Je me suis lancé à fond dans ce projet-là, même si mes proches, là, je vais continuer d'être honnête avec vous, me disaient « Hey, tu sais, tu dois en fumer du bon, là. Tu ne diras pas 2 semaines à vouloir gagner ta vie avec le bonheur. » Et pourtant, ça fait 3 ans. Les projets se succèdent et celui-là, celui que tu tiens entre les mains, Manon, c'est le plus beau voyage de ma vie, littéralement. En fait, parlons-en de ce voyage. Tu es parti sur les routes du Québec. Oui. Pour rencontrer les gens. Oui. Dans le simple but de parler du bonheur. Bien, l'idée, c'était de faire le tour du Québec, donc les 17 régions, parce que je suis moi-même un grand voyageur. Je suis allé en Afrique, je suis allé en Asie, mais je me disais, ça n'a pas de sens que je ne connaisse pas toutes les régions du Québec. Comme tu l'as dit, je suis originaire d'Abitibi, j'ai étudié au Saguenay en plus. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire les 17 régions, je vais faire ce que, à mon avis, personne n'a jamais fait. Je vais faire le tour des 17 régions en 17 semaines consécutives, seul dans mon char, 20 000 kilomètres. Et je dis toujours aux gens, pour faire un parallèle, on dit qu'un tour du monde, c'est 40 000 kilomètres. Moi, j'ai fait la moitié d'un tour du monde en un été. Quand même. Je suis allé dans toutes les régions, dans tous les plus beaux lieux extérieurs, et chaque fois, je n'avais pas de rendez-vous de prix. Je croisais des inconnus et je posais une seule et même question. Quel est le moment le plus précieux de votre existence? Donc, j'ai posé cette question-là 500 fois. Et ce qu'on a gardé dans le livre, ce sont les récits qui nous sont le plus tombés dans le cœur. Donc, de toutes petites histoires, là, ça se lit vraiment rapidement avec mes photos de notre beau Québec, parce qu'il faut se rappeler que contrairement à l'été qu'on vient de vivre, l'été 2016, il a fait beau tout le temps. Ah bien, c'est nous qui l'avons eu cet été. Bien, tant mieux pour vous, parce que nous, au Québec, ça n'a pas été heureux, mais l'été 2016, c'était, je pense, j'ai eu 7 jours de pluie dans tout mon été. Alors, heureusement, ça a donné beaucoup de soleil, beaucoup de lumière et beaucoup de bonheur dans ces photos-là. Est-ce que tu avais peur que les gens refusent de répondre à ta question? Moi, j'avais évidemment pensé à ça et je m'étais dit, avant de partir, bon, les gens sont en vacances, les gens sont avec des amis, de la famille. Logiquement, il devrait y avoir une personne sur 2 qui accepte et une personne sur 2 qui refuse. Et au final,
J'ai posé la question 500 fois et il y a 9 personnes qui ont refusé de répondre seulement. Donc, pour moi, ça a été le plus grand des privilèges parce que ce livre-là, il n'est pas fait de moi. Il est fait de la générosité des gens que j'ai rencontrés et ce sont leurs histoires que je partage. À quoi tu t'attendais quand tu es parti, je dirais entre guillemets, à la pêche? La vérité, c'est que je m'attendais à rien. Moi, j'avais trouvé des partenaires pour me permettre d'en vivre, donc me permettre de faire la tournée, de mettre de l'essence dans la voiture, d'essayer d'avoir 3 repas par jour, pour ensuite pouvoir écrire ce livre-là et faire la promotion. Donc, j'ai trouvé 5 belles organisations qui ont embarqué avec moi. Et, petit ratoureux que je suis parfois, je me suis organisé avec les ATR, donc les associations touristiques régionales, pour être reçu souvent. Parce que c'est important de le préciser, j'en parle pas beaucoup dans le livre parce qu'on manquait de place, là, c'est la vraie raison. Je dormais jamais 2 nuits au même endroit et pas dans des hôtels. Donc, des tipis sur l'eau, des yourtes, des cabanes dans les arbres, une ancienne prison, une réplique de la Grande Hermine de Jacques-Cartier en Gaspésie. J'ai fait du bungee de dos, du deltaplane, de la montgolfière, du vélo volant. Je me suis organisé pour avoir le plus bel été et j'ai eu des partenaires qui m'ont permis justement de le vivre. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'était pour toi une thérapie? C'est une bonne question. Moi, je pense que l'aventure au complet du missionnaire, c'est une thérapie bien personnelle. Qui dure depuis 3 ans. Qui dure depuis 3 ans et qui, visiblement, n'est pas prête d'être terminée. Et c'est correct, c'est le travail d'une vie. Je pense en tout cas, je peux juste parler pour moi. Humblement, j'essaie chaque jour d'être un peu meilleur que la veille et j'aurai jamais dans ma vie atteint l'objectif que je voudrais avoir. Mais, tu sais, on dit toujours, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Et bon, quand on parle du livre, c'est doublement vrai, cet adage-là. C'est quelque chose c'est quelque chose de très personnel qui est devenu un peu plus universel à force d'en parler puis d'essayer d'être transparent. Tu parlais des différents endroits où tu as passé la nuit. Est-ce qu'on retrouve la paix et le bonheur même dans une ancienne prison? Ah! Ce livre, en fait, cette histoire-là qui est dans le chapitre 1 du côté de Trois-Rivières est très marquante. Donc, à Trois-Rivières, ils avaient un établissement carcéral qui était considéré jusqu'en 86 comme le plus difficile au Canada, de par les conditions de détention. Et n'écoutant que cette naïveté dont je vous parle depuis tantôt, que c'est bon et c'est moins bon côté, je me suis organisé pour avoir une visite de cette prison-là avec un ancien prisonnier qui était là, lui, jusqu'en 86. Je me suis greffé à un groupe d'étudiants, eux-mêmes veulent devenir donc gardiens de prison, gardiens et gardiennes, parce qu'il y a des femmes aussi. Et on passe la nuit là-bas. Et là, pensez pas que ça a été retapé, là, cette histoire-là, puis qu'on est dans des belles conditions. Ça n'a pas bougé depuis 86. Alors, c'est un petit lit de camp. C'est vraiment les barreaux qui sont fermés derrière nous. Et avant le dodo, on a la visite. Donc, on était une vingtaine. On nous explique tout avec moult détails et je le raconte même dans l'histoire. Notre gardien de prison, à un moment donné, il l'a échappé. C'est-à-dire qu'il s'est mis à raconter quelque chose qu'un gardien lui a fait qui est carrément horrible. Lui, il avait déjà un enfant quand il était en prison. Il était en couple, sa blonde l'a soutenu. Et il veut offrir un cadeau de Noël à sa blonde et surtout à son enfant. Mais il est en prison. Qu'est-ce que vous voulez qu'il donne? Alors lui, avec son grand cœur, il a décidé d'accumuler les petits sachets de confiture qu'on offrait le matin pour les toasts. Il a mis ça dans une petite boîte, l'a offerte au gardien de prison en disant « Quand ma blonde va venir le 23-24 décembre, est-ce que vous acceptez de lui remettre? » Et le gardien lui a dit, en le regardant dans les yeux, « Je te le promets. » Sa blonde vient le 23 décembre, il lui dit, demande au gardien en sortant le petit présent. Tu vois, comment un cadeau? Il dit, oui, j'ai une petite pensée pour vous et pour le petit, donc oublie pas de demander au gardien. Et quand elle est partie, le gardien lui a dit, non, j'ai rien pour vous. Et quand il a su ça, il a voulu le tuer, littéralement. Sauf que nous, il nous raconte ça, et je vous rappelle que je suis avec 20 jeunes qui étudient pour être gardiens de prison eux-mêmes, qui ont peut-être 19-20 ans, mais ils pètent une coche. Et il se met à nous dire, il ne faudrait pas que je le trouve dans la vraie vie, parce que peut-être que... Puis là, il se rend compte de ce qu'il dit devant des futurs gardiens de prison, et il se rend compte que ça ne fait pas de sens, mais cette douleur-là, sur les lieux, entre guillemets, du crime, l'habitait encore. Alors, on voit la photo que j'ai choisie dans le livre... c'est bien marquant. Ça n'a pas été ma meilleure nuit, moi, vous le dire tout de suite.
mais je ne l'ai jamais regretté. Ouais, c'est une des expériences marquantes de ces livres-là. Là, Manon, là, on s'est rencontrés là, avant l'entrevue. Elle a mis plein de petits post-it bleus sur les histoires qui l'ont marqué, puis ça m'a bien gros touché. Parce que c'est jamais les mêmes histoires qui marquent ceux qui s'offrent la lecture, et pour moi, c'est extrêmement touchant. En fait, un des récits qui m'a beaucoup touchée, c'est celui où tu as rencontré ces gens où on parle de la guerre, des Américains, puis une histoire d'amitié qui s'est développée. C'est une histoire de film et elle est réelle. Donc, ça se passe au Parc national du Fjord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette journée-là, il pleut. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il pleut à l'horizontale. Tu sais, il n'y a rien à faire. J'ai une amie d'Alit qui ne s'en va pas. Ça fait 3 semaines que je suis sous les antibiotiques. Puis vous allez me dire, ouais, c'est pas à l'hôtel que tu te reposais. Non. J'ai mon mou du voyage. On est région numéro 13, je pense, rendu là sur 17. Je suis fatigué. Et cette journée-là, je décide de me rendre au Parc national du Fjord. Donc, j'entre ça dans mon GPS. Et mon GPS ne m'envoie pas au bon endroit et je m'en rends compte après avoir fait 1h30 de route. Plus que ça, je me rends compte que j'étais à 10 minutes d'où je devais aller au point de départ. Donc, je perds 3 heures. Je ne suis pas de bonne humeur dans mon char. Je suis un gars qui peut sacrer, tu sais, quand il n'est pas content. Et... Tu étais tout seul quand même. Oui, mais là, je commençais sérieusement à me tomber ses nerfs. Parce que je me suis fait rire, je me suis fait pleurer. Là, je me tombe ses nerfs moi-même. Je ne suis plus capable de m'endurer. Et là, donc, je rebrousse chemin en me disant, bien, ça va être une journée perdue, ça n'a pas de bon sens. Je suis seulement 6 jours au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je n'ai pas les moyens de perdre une journée. J'arrive toujours bien au fameux parc qui est encore là. Lui, il m'a attendu. Et il est environ 16h, 16h15. Il y a une petite accalmie de pluie. Donc, je me dépêche à courir de la voiture. J'avance dans les sentiers en me disant, si je trouve quelqu'un, ça va être super. Et je vois un couple là. Donc, je les rejoins, je leur pose la question, me répondent. Il faut comprendre que toutes les réponses que les gens me donnaient étaient bonnes, sauf que des fois, j'avais une intuition que l'histoire allait se retrouver dans mon livre, pour 1000 raisons. Alors, je prends la photo, je me dis, ben, je ne sais pas si ça va se retrouver dans mon livre, mais ils sont franchement sympathiques, donc je jase avec eux. C'est un couple de Français. Et là, ils me disent, oui, mais il y a un autre couple qui est avec nous, qui nous ont devancés dans le chemin, c'est des Américains. Et franchement, l'histoire qui nous unit, je pense qu'on pourrait écrire 2 livres là-dessus. Là, l'oreille m'ouvre en double, comprends-tu? Fait que je me mets à courir après l'autre couple. Pour vous résumer cette histoire-là qui est complètement folle. Les 2 couples sont liés d'amitié depuis des dizaines et des dizaines d'années. Ils se sont connus alors que la fille du couple d'Américains du Texas est allée en échange chez une famille de Français. Donc, les 2 filles du même âge se sont liées d'amitié. C'est déjà cute comme histoire. Ce n'est que le début. Quand l'année a été terminée, le couple d'Américains est allé visiter le couple d'autres qui avaient reçu donc leur fille pendant 1 an pour les remercier. Les 2 couples se sont liés d'amitié, tellement qu'ils se sont mis vraiment à s'écrire et à se fréquenter. Un jour, le Texan, donc l'homme des États-Unis, raconte à son nouvel ami français que pendant la guerre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, son père a fait un débarquement du côté de la France, puis il lui racontait toujours ce petit bout de village-là où il y avait une chapelle, puis ça avait été raconté tellement de façon imagée qu'il le voyait encore dans sa tête. Alors, lors de sa visite en France, près de son ami, son nouvel ami, près de sa maison, il y a une chapelle. Voyons, ça ressemble vraiment beaucoup à... Et ils ont fait des recherches et c'était là que son père avait débarqué des dizaines d'années avant. C'est déjà formidable, mais ce n'est pas tout. Le monsieur américain a tellement été touché par ça, et c'est un croyant, qu'il a décidé de commencer à faire des dons pour l'église du village pour qu'elle puisse continuer à rester debout. Et les gens du village ont tellement été touchés qu'à sa visite d'ensuite, lorsqu'il est arrivé, il est allé manger chez son couple d'amis et le monsieur n'était pas là. Donc, il dit à la femme, mais pourquoi il n'est pas là pour nous recevoir? Ah, vous allez comprendre plus tard. Bien, plus tard, elle les a amenés près de l'église où son nouvel ami et d'autres gens du village avaient revêtu vraiment les habits de l'armée française à l'époque.
L'hymne national américain a été entamé par la fanfare du village, suivi évidemment de l'hymne, la Marseillaise, de l'hymne français. Et le maire a parlé. Il a fait un beau discours et il a dit « Oui, nous sommes Français, mais aujourd'hui, pour tous les soldats qui nous ont aidés, qui ont mené à la libération, dont le papa d'un nouvel ami du village, nous sommes un peu tous Américains. Ce serait notre honneur de vous remettre les clés de la ville. » C'est quand même quelque chose. Mais moi, je veux juste vous ramener au fait que, 1, ça allait pas bien dans ma journée. 2, je me suis perdu, donc 3 heures de GPS. Et 3, s'il n'y avait pas eu ce GPS-là qui ne m'avait pas mené au bon endroit, je ne les aurais jamais rencontrés. Jamais, ils n'auraient pas été là le matin à l'heure où je devais me présenter. Donc, tu sais, vous êtes libre d'interpréter l'histoire, c'est presque une légende, comme vous voulez. Mais moi, quand ça va mal, j'essaie de me rappeler que tout est voulu et il y aura autre chose. Il y a Anna qui est à l'entrée, qui est une fille de votre coin, une belle écrivaine. Hier, on s'est rencontrés. Elle m'a dit qu'elle avait écrit 50 livres, tout bonnement. 50? J'ai jamais rencontré quelqu'un qui a écrit 50 livres. Et bref, la phrase que j'ai retenue d'elle, elle m'a dit, « Tu sais, Jean-Pierre, quand on a des montagnes dans notre vie, quand ça va pas bien, ce sont des marches. Ce sont des marches à gravir. » Je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse là-dedans et ça se reporte un peu à moindre échelle à ce que je vivais cette journée-là et que maintenant, je ne vais jamais oublier. Maintenant, ça, c'est mon coup de cœur à moi. Quel est le tien? Ah, ça, c'est pas fin, Manon. C'est vraiment méchant. Comme je le disais d'entrée de jeu, j'ai posé 500 fois la question. Pour moi, c'est comme choisir un enfant. C'est un livre où je parle de gens que je ne connaissais pas. Il y a 3 exceptions dans le livre, dont mon grand-papa Rio. Mon grand-papa, de qui je vous parle, qui a, depuis le décès de ma belle grand-maman et de l'amour de sa vie, développé une folie pour les Kit Kat. Donc, le chocolat qui se mange en rangée. Alors, je suis venu le visiter dans sa petite chambre avec un butin, les mains remplies de Kit Kat. Et c'est tout cute, cette histoire-là que je partage. Et là, vous sentez un peu d'émotion dans ma voix. Mon grand-papa est décédé mercredi dernier. Il allait avoir 90 ans dans une semaine et quelques. Ce moment-là qu'on a vécu ensemble était déjà précieux. Là, il a atteint le temple de la renommée du précieux pour moi. J'ai été capable d'aller le voir là, le week-end dernier pour passer des moments privilégiés avec lui, mais c'est certain qu'en date de maintenant, là, c'est une histoire qui me touche personnellement encore plus. Il y a au début de chaque chapitre des pensées. Moi, il y en a une que j'ai beaucoup aimée et j'ai pas pris le temps à la partager sur ma page Facebook, je dois te dire. Et elle disait « Les étrangers sont des amis en attente de le devenir ». Est-ce que ces citations-là ont été pensées ou c'est des choses sur lesquelles tu es tombé par hasard? Là, la première chose que je vais vous dire, c'est que ces citations-là ne sont pas de moi. Oui. Donc, le chapitre, chaque fois, commence avec une plus grande photo d'un moment marquant ou d'une image marquante de la semaine que vous aurez à lire. Ça, c'est... Tantôt, tu me demandais l'histoire la plus marquante. Celle-là est dans mon top 5. Je suis en Outaouais. Je suis dans le parc national là-bas, qui est l'un des plus visités au Canada, au plus haut sommet. Je vois 5 personnes assises sur la balustrade et visiblement, ils ont envie d'avoir une photo. Donc, il y a toujours un qui doit se lever pour prendre la photo. Ça, c'est une belle perche pour moi. Je vais leur offrir de prendre la photo. Donc, je m'approche. La plupart sont anglophones. Je sors mon anglais des grands jours, comprends-tu? Et je prends la photo. Ils acceptent avec plaisir. Et je me rends compte que ce sont 2 frères, une sœur, le mari de la sœur et le chum du frère. Donc, 5 personnes d'une même famille. Alors, je leur pose chacun à tour de rôle ma question en me disant, si je suis privilégié, il va y avoir 2, 3 bonnes réponses sur 5 parfaites pour mon livre. Les 5 ont une réponse qui m'interpelle. Moi, c'est le jackpot, là. La journée est faite. Alors, je suis très heureux de ça. Je les remercie. Je suis dans la voiture. Je repars. Donc, moi, je chante en voiture. Hein, je chante bien, bien fort. C'est pour ça que souvent, les fenêtres sont montées. Donc, je suis déjà en train de chanter. Je m'apprête à passer en marche arrière et ça cogne à la fenêtre. Et là, vraiment, je fais le saut.
Je baisse la fenêtre. C'est la belle Hélène, la seule francophone du groupe, qui me dit « Qu'est-ce que tu fais à soir? » Ben, je dis « Je suis attendu dans un petit bed and breakfast. Bon. Ben non, tu t'en viens manger chez nous dans la cour arrière. On fait un repas. On veut te recevoir. » Tantôt, je dis à quel point je suis timide. « Hey, moi, ça, là, j'ai les joues rouges comme une tomate. » Je dis « Hélène, c'est vraiment gentil. Je vais retourner vers l'hôtel. » Elle dit « Oui, réfléchis-y là-bas. » Je vous précise qu'il faisait 45 cette journée-là, donc là, je pense à ma douche. Et je suis dans la douche, et là, l'autre pensée qui vient, c'est « Gravel, tu voulais faire un voyage pour rencontrer les gens. On t'invite dans le cocon des gens que tu as rencontrés. Tu vas prendre ton courage à deux mains, tu vas fermer ta boîte, puis tu vas y aller. » Donc, je me suis dépêché à aller acheter des petites viennoiseries avant que l'épicerie ferme, et j'ai débarqué dans leur cour arrière. Je suis resté là 2 heures. La première demi-heure, j'étais rouge, puis je disais pas grand-chose. Et au fur et à mesure, la confiance est revenue, l'anglais, les blagues en anglais, qui est toujours un signe que tu commences à bien te sentir. Et finalement, quand je suis parti, puis j'ai appris qu'un des hommes avait 85 ans, il avait l'air de 60, ils m'ont raconté leur vie. Puis quand je suis parti, ils m'ont tous serré dans leurs bras à tour de rôle et ils m'ont dit « Tu es notre nouvel ami ». Et on a continué de s'écrire sur Facebook. Et lorsque j'étais en rédaction du livre, j'ai fait recherche de citations parce que j'en reviens à ta question. Et je suis tombé là-dessus on n'a pas l'auteur, c'est anonyme. Les amis sont, en fait, les inconnus sont des amis en attente de le devenir. C'est vraiment ce que j'ai vécu et je trouvais ça bien beau. Puis j'y crois. Oui, ouais, absolument. Il nous reste très peu de temps, Jean-Pierre. Déjà? Oui, je sais, ça passait vite. Hein? Qu'est-ce que tu retiens de ce voyage, de ces rencontres-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi? Il y avait 2 raisons principales au départ pourquoi j'ai imaginé le projet du livre. Un, je suis un gars de région et j'en pouvais plus qu'on parle juste de Montréal. J'adore Montréal. Je dis que j'ai une belle histoire d'amour avec les régions et que j'ai une maîtresse maintenant qui est Montréal. Mais autant j'aime la grande ville, autant j'aime la nature. J'étais tanné que moins d'1% des nouvelles chaque année soient sur les régions. Alors qu'elles occupent la majeure partie. On comprend très bien ici en Acadie. Alors qu'elles occupent la majeure partie du territoire. Ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, j'ai toujours pensé que chaque personne, tous vous autres, tous ceux que vous connaissez, tous ceux qu'on ne connaît pas, chaque personne a une histoire intéressante à raconter. Suffit dans notre monde de 2017 où souvent on s'étourdit, où ça va vite, de prêter l'oreille, puis ensuite de prêter la main pour remercier du partage. Donc, ça m'a confirmé ça et ça m'a confirmé que lorsqu'on est assez en forme, parce que moi, comme vous, des fois, j'ai des journées plus difficiles, on peut avoir des gens avec nous puis on n'a juste pas le réflexe de leur parler. Mais quand on se donne la peine de le faire, on en sort toujours gagnant. L'autre personne a été mise sur notre route et elle a sans doute quelque chose d'intéressant à nous raconter puis à nous apprendre et souvent vice-versa. Aujourd'hui, samedi, c'est quoi ton bonheur aujourd'hui? Bien, déjà, c'est un peu surréaliste pour moi d'être sur une scène, de répondre à tes questions puis de jaser aux gens d'un livre qui n'existait pas il y a 1 an et demi. Juste ça, c'est déjà énorme. Je suis en super santé actuellement. Je touche du bois. Je vis d'un métier qui n'existait pas avant que je l'invente. Alors, quand je vais dans les écoles, je dis toujours aux jeunes que vous vouliez être ballerine, scientifique, chercheur, avocat. Si moi, j'ai réussi, petit gars d'Abitibi que j'étais, à créer quelque chose où, je vous l'ai dit, là, même mes proches trouvaient que j'en fumais du bon, vous pouvez faire n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Et j'y crois profondément. C'est pas quelque chose qui est cliché puis qui est galvaudé. Si moi, je l'ai fait, tout le monde peut faire ce qu'ils ont envie de faire. Vraiment. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci, Manon. Merci beaucoup.